Un homme de 86 ans a été poussé hors d'un bus bondé. Une femme, en l'aidant à se relever, a remarqué une marque sur son poignet. Ses yeux se sont écarquillés, et elle a reculé d'un pas, murmurant quelque chose. La chaleur à l'intérieur du bus était étouffante, un reflet de l'après-midi humide. Les corps étaient pressés les uns contre les autres comme des pièces de puzzle mal assorties, chaque passager essayant de protéger son petit espace alors que le véhicule avançait lentement dans les rues encombrées. Les fenêtres entr'ouvertes offraient peu de répit, seulement des bouffées d'air chaud mêlées à l'odeur. Du béton chauffé par le soleil. Puis ça s'est produit. Une poussée soudaine, rien d'inhabituel dans un bus bondé, mais suffisante pour déséquilibrer quelqu'un qui n'avait plus les réflexes rapides de la jeunesse. L'homme de 86 ans a perdu l'équilibre, son corps mince et fragile est tombé en avant comme une feuille sèche emportée par le vent. L'impact contre le sol a été violent, un son qui a traversé le bruit étouffé des conversations et de la musique des écouteurs. Arrêtez. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cette histoire vous surprendra, et il y a bien plus à venir. La plupart des gens ont détourné le regard, comme si ignorer ce qui s'était passé était moins inconfortable que de s'impliquer. Mais pas elle. La femme, la quarantaine, avait des yeux perçants, d'un brun foncé comme de la terre imbibée de pluie. Elle s'est agenouillée à côté de lui avec une urgence instinctive, son cœur battant sous le poids soudain de la responsabilité qui s'était abattue sur ses épaules. « Ça va, monsieur ?» Sa voix était basse, mais pleine d'une sincère inquiétude. Le vieil homme n'a pas répondu tout de suite. Son visage, profondément ridé par l'âge, montrait la confusion de quelqu'un qui ne comprenait pas tout à fait ce qui venait de se passer. Ses mains tremblantes ont essayé de pousser contre le sol, cherchant la force de se relever. C'est alors qu'elle l'a vu, son poignet. La peau fine et pâle était marquée d'une cicatrice, d'un tatouage effacé. Non, c'était quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Des nombres grossièrement gravés, comme si quelqu'un les avait brûlés là. Un enregistrement brutal et permanent. L'air autour d'elle s'est épaissi. Son cœur, qui battait la chamade à cause de la peur, s'est mis à palpiter pour une autre raison. Une peur ancestrale et irrationnelle qu'elle ne pouvait expliquer. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré, reculant comme si la marque sur son poignet pouvait en quelque sorte la frapper. Le vieil homme, inconscient de sa réaction, a lentement levé les yeux avec effort, et pendant un moment, leurs regards se sont croisés. Le temps semblait s'étirer entre eux. La femme a vu quelque chose au-delà de la vieillesse dans son regard. De la douleur, oui, mais aussi un fardeau invisible, un secret porté pendant des décennies. « Mademoiselle, ça va ?» Sa voix était rauque, usée par le temps, mais douce. Elle n'a pas répondu immédiatement. Son esprit était piégé par cette marque, un souvenir visuel qui la tirait vers un passé qu'elle n'avait jamais vécu, mais qui résonnait dans les histoires chuchotées lors des dîners de famille. Des récits d'époques sombres que beaucoup préféraient enterrer dans la mémoire collective. Progressivement, elle s'est ressaisie. « Je suis désolée », a-t-elle dit en tendant la main fermement. « C'est à moi de vous demander ça. Vous êtes blessé ?» Il a hésité, mais a accepté le geste. Son toucher était léger, respectueux. « J'ai l'habitude de tomber », a-t-il murmuré, offrant un bref sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a senti l'épuisement derrière ses mots, pas physique, mais une lassitude émotionnelle accumulée au fil des années. Le bus continuait d'avancer, indifférent à la tension qui venait de se dérouler. Les gens sont retournés à leur distraction, et l'incident, pour eux, était déjà du passé. Mais pas pour elle. Quand elle a finalement aidé le vieil homme à s'asseoir, quelque chose en elle refusait de lâcher prise. « Je m'appelle Clara », a-t-elle dit, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « Si vous avez besoin d'aide, je peux vous accompagner jusqu'à votre destination. » Ses yeux, auparavant voilés par la douleur et la fatigue, se sont illuminés un bref instant. « Personne ne m'a offert son aide comme ça depuis longtemps. » Elle a forcé un sourire, mais le malaise en elle persistait. Cette marque, ces nombres. Pourquoi semblait-il si familiars? Pourquoi, même sans en comprendre pleinement la signification, avait-elle l'impression que sa vie venait de s'entremêler avec quelque chose de bien plus grand qu'une simple chute dans un bus? Et surtout, qui était-il? Le bus a continué son chemin, oscillant doucement à chaque virage, tandis que la tension silencieuse entre les deux planait dans l'air. Clara ne pouvait détacher son regard de l'homme. La marque sur son poignet restait gravée dans son esprit, comme un écho lointain impossible à ignorer. Elle a observé les détails de son visage, les rides profondes creusées par le temps, la peau fine comme du papier de riz, et ses yeux. Il y avait une histoire dans ses yeux, quelque chose que les mots ne pourraient jamais traduire entièrement. Mais ce qui la troublait le plus,
ce n'était pas ce qu'elle voyait, c'était ce qu'elle ressentait. Un frisson subtil lui parcourait l'échine, comme si elle se tenait devant quelque chose qui transcendait la simple coïncidence d'une chute dans un bus. « Comment vous appelez-vous » a demandé Clara, essayant de briser le silence d'une voix douce et prudente. Le vieil homme a pris son temps pour répondre, comme si peser chaque mot était une question de survie. « Elias. » La réponse était brève, mais elle portait un poids invisible. « Elias. » Le nom a résonné dans son esprit, bien qu'aucun souvenir clair ne lui soit associé. Pourtant, le sentiment écrasant de familiarité était indéniable. « Vous allez quelque part en particulier » a-t-elle insisté alors que le bus ralentissait à un autre arrêt. « Chez moi » a répondu Elias en détournant le regard, observant la ville défiler à l'extérieur comme s'il était plus facile de faire face au monde en mouvement qu'à ses questions ou à ce qu'elles impliquaient. Le ton résigné de sa voix était comme une lame qui glissait lentement, non pas avec violence, mais avec une douleur constante. Clara a senti sa gorge se serrer. Il n'était pas simplement un vieil homme. Il y avait quelque chose de brisé en lui, comme un pont effondré entre le passé et le présent. Le bus a pris un virage serré, et instinctivement, Clara a saisi son bras pour éviter une nouvelle chute. Le bref contact a fait que leurs yeux se sont croisés à nouveau, et elle a eu l'impression claire qu'Elias n'était pas seulement quelqu'un qui avait survécu au temps, mais qui avait perdu contre lui, encore et encore. « Si ça ne vous dérange pas, je peux descendre avec vous » a-t-elle proposé, cette fois avec plus de détermination. Elias a hésité, ses yeux se plissant légèrement comme s'il essayait de déchiffrer les intentions derrière sa gentillesse. « Pourquoi » La question n'était pas hostile, juste une curiosité presque mélancolique. Clara a pris une profonde inspiration. La réponse facile aurait été « parce que c'est la bonne chose à faire ». Mais elle savait que ce n'était pas vrai. La marque, son regard. Il y avait quelque chose de plus profond, un instinct qui criait en elle. « Parce que je pense que vous portez un fardeau que vous ne devriez pas avoir à porter seul. » Pendant un moment, le visage d'Elias s'est adouci. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais une ombre de gratitude a traversé ses yeux. « Le prochain arrêt est le mien », a-t-il dit, comme s'il lui accordait une concession. Le bus a ralenti à nouveau, gémissant faiblement, et les portes se sont ouvertes avec un soupir fatigué. Clara l'a aidé à se lever, et tous deux sont descendus sur le trottoir froid ensemble. Le quartier était vieux, avec des façades d'immeubles délavés et des magasins fermés depuis des années, comme si le temps avait simplement oublié d'avancer. La plupart des fenêtres étaient recouvertes de lourds rideaux, et le bruit lointain de la circulation semblait étouffé par l'air épais de la fin d'après-midi. Elias marchait lentement, chaque pas semblant un effort calculé. Clara suivait en silence, respectant son rythme. « Je vis là-bas », a-t-il dit en faisant un léger signe de tête vers un immeuble bas en briques rouges, dont les fenêtres étaient barrées de fer rouillé. Quand ils sont arrivés à la porte, il s'est tourné vers elle, ses yeux plus clairs sous la faible lumière du crépuscule. « Je n'ai pas souvent de visiteurs. »« Je ne suis pas là en tant que visiteur », a répondu Clara, et cette fois, il y avait quelque chose de définitif dans sa voix. « Je veux juste m'assurer que vous êtes en sécurité. » Elias l'a étudié un moment de plus que nécessaire, puis, avec un petit hochement de tête, il a ouvert la porte avec une clé rouillée. L'intérieur de l'appartement était baigné de douces ombres. Les murs étaient couverts de photos en noir et blanc, simplement mais soigneusement encadrées. Clara n'a pas pu s'empêcher de remarquer que sur chaque photo, il y avait de jeunes visages pleins de vie, et sur certaines, un Elias beaucoup plus jeune, avec un sourire discret qui semblait maintenant impossible à imaginer. « Entrez », a-t-il dit avec un geste presque imperceptible. Clara a hésité une seconde, mais a finalement franchi le seuil, sentant le poids invisible qui semblait emplir l'air de cet endroit. Alors qu'il se dirigeait vers un fauteuil usé, Clara a remarqué une photo proéminente sur une table. Une jeune femme aux yeux intenses et au sourire serein. La ressemblance avec Elias était indéniable. « Votre famille » a-t-elle osé demander. Elias a fixé la photo un moment trop long avant de répondre. « Ils étaient tous ce que j'avais. » Le silence qui a suivi était plus lourd que tous les mots prononcés jusqu'à présent. La vieille horloge sur le mur marquait le temps d'un tic-tac étouffé, remplissant les espaces entre les pensées non dites. Clara est restée debout, observant le petit appartement d'Elias. L'espace était simple, mais quelque chose dans les murs, dans les étagères soigneusement arrangées, parlait d'une vie de souvenirs empilés comme des livres poussiéreux. Les vieilles photos dominaient la pièce, mais il n'y avait aucun signe de présence récente, aucune note, aucun objet moderne, aucune trace de quelqu'un qui avait partagé le silence avec Elias. C'était comme si le temps lui-même avait décidé de se cacher avec lui. « Vous vivez seul depuis longtemps » a demandé Clara, plus pour briser la tension que par curiosité. Elias a hoché lentement la tête, son regard ne quittant pas la photo sur la table. « Depuis que… »
Il s'est interrompu, prenant une profonde inspiration, ses mains tremblantes reposant sur le bras du fauteuil. Depuis que tout a disparu. La simplicité de sa réponse portait une douleur que Clara reconnaissait. L'absence de détails en disait plus qu'aucune confession élaborée ne le pourrait. « Puis-je avoir un verre d'eau » a-t-elle demandé, se donnant une raison de bouger, un moyen d'éviter d'être engloutie par l'atmosphère étouffante de l'endroit. « Bien sûr, la cuisine est par là » a-t-il répondu, sa voix fatiguée, mais il ne l'a pas empêché de faire le geste. Dans la cuisine, Clara a trouvé de vieux verres soigneusement alignés dans un placard. L'évier était propre, vide, un autre signe de la solitude immuable d'Elias. Alors qu'elle remplissait le verre d'eau, ses pensées sont revenues à cette marque sur son poignet, à cette série de nombres, à cette gravure grossière comme une blessure qui ne s'était jamais refermée. Elle connaissait quelque chose de similaire, non pas par expérience personnelle, mais par les histoires que sa grand-mère lui avait racontées, des histoires chuchotées les nuits où le monde semblait plus sombre, des histoires d'une époque que beaucoup préféraient oublier mais qui ne devaient jamais être effacées. De retour dans le salon, elle a tendu le verre à Elias, qu'il a accepté avec un hochement de tête silencieux. « Clara » a-t-il dit soudain, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas » Elle n'a pas eu besoin de demander ce qu'il voulait dire. Elle a simplement hoché la tête. « Oui. » Elias a regardé la marque sur son poignet un instant, comme si c'était la première fois depuis des années qu'il la regardait vraiment. « Ça fait si longtemps » a-t-il dit en fermant les yeux un instant, s'enfonçant plus profondément dans le fauteuil. Et pourtant, ça ne s'efface jamais. Le silence est revenu, plus lourd que jamais. Clara savait qu'elle ne pouvait pas forcer son histoire à sortir, mais quelque chose en elle avait besoin de comprendre. Ma grand-mère, a-t-elle commencé avec hésitation, elle avait une marque comme ça. Des nombres. Quand j'étais enfant, je lui ai demandé ce qu'ils signifiaient. Elle m'a seulement dit que c'était pour qu'il n'oublie jamais qui elle était. Elias a lentement ouvert les yeux, les fixant sur elle comme s'il voyait au-delà de la femme devant lui, au-delà des murs de l'appartement. « Votre grand-mère » a-t-il dit, sa voix tremblant un instant. « Comment s'appelait-elle » Miriam. Miriam Kessler. Pendant un moment, l'expression d'Elias s'est figée. Ses doigts se sont serrés sur l'accoudoir, et sa respiration est devenue plus lourde. « Kessler » a-t-il répété, comme s'il testait le son, essayant de croire que c'était réel. Clara s'est penchée un peu plus près, le malaise dans sa poitrine grandissant. « Vous la connaissiez » Elias a pris un long moment avant de répondre. Quand il a finalement parlé, les mots semblaient venir d'un endroit longtemps enfoui. « Je connaissais Miriam. » Elle. Il s'est interrompu, ses yeux perdus dans des souvenirs que Clara ne pouvait atteindre. Elle était une lumière dans l'obscurité. Le cœur de Clara a battu plus vite. Ce qui avait semblé être un simple acte de gentillesse envers un inconnu devenait maintenant quelque chose de bien plus profond. « Comment » a-t-elle demandé, presque à bout de souffle. « Comment connaissiez-vous ma grand-mère » Elias a pris une profonde inspiration, sa voix basse et brisée par. Grandissant avec chaque réponse, quand les secouristes ont finalement emporté le corps d'Elias, elle était à nouveau seule. Le vide de la pièce était maintenant absolu. La note était toujours dans ses mains. Avec un geste soigneux, elle la plia à nouveau et la plaça dans son sac. Ce n'était pas juste un message d'adieu, c'était une passation de flambeau, une histoire qui devait être racontée. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'appels téléphoniques et de procédures bureaucratiques. Clara insista pour tout organiser elle-même. L'enterrement, les papiers, les formalités que quelqu'un devait gérer pour lui. Il n'y avait pas de proches répertoriés, pas de contacts proches. C'était comme si Elias avait vécu en marge du monde, un homme oublié par le temps, jusqu'à ce que, par un hasard inexplicable, leurs chemins se croisent. Le jour des funérailles, peu de gens étaient présents. Clara avait essayé de trouver des traces de connaissances, mais la vie d'Elias semblait avoir été construite sur des couches de solitude et de silence. Alors que le cercueil descendait dans la terre, elle garda la tête haute, retenant ses larmes avec une force silencieuse. « Ici repose un homme qui portait le poids de la mémoire », dit-elle d'une voix basse, les mots coulant naturellement, sans répétition. Et maintenant, son histoire ne sera pas oubliée. Le vent froid soufflait, comme si le monde lui-même offrait un dernier, musique hommage. De retour dans l'appartement d'Elias, Clara savait qu'elle devait tenir sa promesse. La pièce restait exactement comme il l'avait laissée, les photos sur les murs la regardant comme des témoins silencieux. Elle s'assit à la table et ouvrit à nouveau l'ordinateur portable. Les mots commencèrent à couler, guidés non par l'inspiration, mais par le devoir. Clara n'écrivait pas seulement l'histoire d'Elias, mais aussi celle de sa grand-mère Myriam.
Chaque souvenir qu'il avait partagé était une pièce d'un puzzle plus grand, une mosaïque de douleur, de résistance et finalement d'espoir. Dans les jours qui suivirent, elle s'immergea dans la recherche. Elle chercha des archives oubliées, des documents anciens dans des bibliothèques et des musées, essayant de reconstruire la vie d'Elias avant que le temps ne l'efface complètement. Chaque découverte était un fil tiré d'une toile bien plus grande, des histoires d'autres marquées par des numéros, dont les voix avaient également été réduites au silence. Peu à peu, elle réalisa que la promesse qu'elle avait faite à Elias ne concernait pas seulement lui, mais tous ceux qui, comme lui et Myriam, avaient été réduits à des numéros, mais avaient résisté à l'effacement forcé de leurs identités. Et plus elle écrivait, plus Clara sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond dans sa connexion avec Elias. Ce n'était pas juste une coïncidence. Il y avait une raison pour laquelle leurs chemins s'étaient croisés. Les semaines passèrent dans un rythme étrange, un mélange d'urgence et d'introspection. L'appartement de Clara devint un sanctuaire silencieux de recherche et d'écriture. Des piles de livres s'accumulaient sur sa table, des témoignages de survivants, des documents historiques, de vieux journaux sauvés des archives publiques et des interviews sur des cassettes usées. Mais parmi tout le matériel qu'elle avait rassemblé, la présence d'Elias restait vivante, planant sur chaque mot tapé, chaque document lu. C'était comme s'il était toujours là, la regardant accomplir la promesse faite dans son salon silencieux. Une nuit, en feuilletant un vieux livre sur les survivants des camps de concentration, une photo fanée glissa des pages. Clara la ramassa soigneusement, ses doigts tremblants alors qu'elle reconnaissait, avec un frisson soudain dans le dos, le visage d'Elias, beaucoup plus jeune, avec des yeux creux et une expression dure, mais indéniablement lui. À côté de lui, à l'extrémité droite de la photo, se trouvait une femme souriant doucement. Le choc de la reconnaissance coupa le souffle de Clara pendant un moment. C'était sa grand-mère Myriam. Le passé, qui avait autrefois semblé être une histoire lointaine, avait maintenant un double visage, un lien indéniable reliant trois vies séparées par le temps, mais unies par une promesse non tenue. Au dos de la photo, une note écrite d'une écriture tremblante, pour que nous n'oublions jamais qui nous sommes. M. Clara ferma les yeux un instant, retenant ses larmes. La connexion entre Elias et Myriam était plus profonde qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Mais une question résonnait encore dans son esprit. Pourquoi Elias n'avait-il jamais cherché sa famille après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble? Déterminée à trouver des réponses, Clara retourna dans l'appartement d'Elias le lendemain, avec la clé qu'elle avait reçue de la police après les funérailles. L'espace restait intact, comme s'il pouvait entrer à tout moment et reprendre sa routine solitaire. L'horloge marquait toujours les heures, et les photos en noir et blanc restaient sur les murs, sentinelles silencieuses d'un temps perdu. Cette fois, elle se permit de chercher plus soigneusement, non par intrusion, mais par nécessité. Si des réponses existaient, elles étaient ici, cachées dans un coin de sa vie qui restait à découvrir. Sur l'étagère, entre de vieux volumes de poésie et de philosophie, Clara trouva un tiroir discret, presque invisible sous l'ombre des étagères. Avec des doigts hésitants, elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres, liées par un ruban fané. Les pages jaunies exhalaient l'odeur du vieux papier et de l'encre oubliée. Chaque lettre était écrite d'une écriture soignée et régulière, avec le nom de Myriam écrit en haut, dans un script intime et touchant. Clara ouvrit la première lettre, son cœur battant la chamade alors qu'elle lisait « Myriam, les jours ici sont longs et les nuits encore plus froides. Je pense à toi chaque aube, me demandant si quelque part dans ce monde brisé, tu es encore en vie. Si ces mots te parviennent un jour, sache que la promesse tient toujours. Je vis pour nous deux. Elias. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Clara. Chaque mot était un cri étouffé de quelqu'un qui avait résisté non seulement à la destruction physique, mais aussi à la dévastation émotionnelle. D'autres lettres suivirent, datées au fil des années. Chacune révélait des fragments d'une vie reconstruite dans la solitude. Il n'y avait pas de réponse dans les lettres, seulement l'espoir silencieux qu'un jour, Elias et Myriam pourraient se retrouver. Un espoir qui ne s'était jamais réalisé. Dans la dernière lettre, datée de plus de 20 ans auparavant, l'écriture était plus tremblante et les mots portaient un ton résigné. Je crois que si tu étais encore en ce monde, tu m'aurais trouvé maintenant. J'accepte que peut-être la vie nous ait séparés pour toujours. Mais si quelqu'un trouve un jour ces mots, j'espère qu'il comprendra que tu étais la raison pour laquelle j'ai continué à respirer. Elias. Clara ferma les yeux, sentant une oppression dans sa poitrine. L'histoire qui devait être racontée n'était pas seulement une histoire de douleur et de perte, mais aussi d'un amour silencieux qui avait persisté à travers les années, un amour qui avait résisté à l'absence, à l'oubli et finalement à la mort. Le lendemain, Clara s'assit à nouveau devant son ordinateur. Les premiers mots du nouveau chapitre émergèrent avec une clarté dévastatrice. Certaines promesses n'ont pas besoin d'être prononcées à haute voix pour être éternelles.
Le livre n'était plus seulement une histoire sur Elias ou Myriam. C'était maintenant une histoire sur ce que le temps ne pouvait jamais effacer. La persistance de la mémoire, la puissance de la résistance et la nécessité de s'assurer que ces histoires ne soient jamais perdues. Les mots d'Elias, écrits avec tant d'espoir et de douleur, résonnaient dans son esprit alors qu'elle tapait. Il avait écrit à Myriam comme si, d'une manière ou d'une autre, ces lettres pouvaient traverser la barrière du temps et de l'oubli. Chaque phrase portait l'attente silencieuse d'une réunion, même sans savoir si elle était encore en vie. Clara lut les lettres à haute voix, essayant de ressentir l'émotion qu'il avait dû éprouver en les écrivant. Certaines étaient courtes, juste quelques lignes de nostalgie et de résilience. D'autres étaient longues, remplies de détails de la vie quotidienne, de souvenirs du passé et de réflexions sur un avenir incertain. Dans l'une des plus anciennes lettres, datée peu après la libération des camps, Elias avait écrit « Myriam, je ne sais pas si tu marches encore sous le même ciel que moi, mais j'ai besoin de croire que quelque part, tu te bats encore, tout comme moi. À chaque lever de soleil, je me souviens de ce que tu m'as dit, tant que nous respirons, nous résistons. Ces mots sont mon refuge. » Clara sentit les larmes menacées de couler, mais se força à continuer. Ces lettres n'étaient pas seulement des confessions, elles étaient des tentatives désespérées de maintenir vivante une connexion que le monde avait essayé d'effacer. Déterminée à découvrir le sort de sa grand-mère, Clara fouilla dans les archives officielles. Internet la mena à des archives numérisées d'institutions historiques, des listes de survivants et des registres d'immigration. Les heures se transformèrent en jours, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin ce qu'elle redoutait, un simple enregistrement, sec et dévastateur. Nom, Myriam Kessler. Date de décès, 12 avril 1952. Cause de décès, maladie non spécifiée. Le poids de la découverte frappa Clara de plein fouet. Sa grand-mère était morte seulement quelques années après la fin de la guerre. L'ironie cruelle était que, pendant qu'Elias continuait à écrire, fidèle à sa promesse de raconter leur histoire s'il survivait, Myriam était déjà partie. Clara ferma les yeux, ressentant la lourdeur de cette vérité. Elias n'avait jamais su. Il avait vécu le reste de sa vie sans réaliser que la femme à qui il avait dédié tant de mots n'avait jamais lu une seule lettre. Mais quelque chose d'autre la troublait. Pourquoi Myriam n'avait-elle jamais parlé d'Elias? Pourquoi, même en sachant qu'il pouvait encore être en vie, était-elle restée silencieuse sur une connexion aussi profonde? Clara savait que les réponses ne se trouveraient pas dans les archives officielles, mais peut-être dans les histoires non racontées de sa propre famille. Déterminée à comprendre la racine de ce silence, Clara se rendit dans la vieille maison de son enfance, où sa mère vivait encore. Les souvenirs de ses premières années surgirent alors qu'elle franchissait la porte rouillée. L'odeur du vieux bois, les portraits de famille soigneusement alignés sur les murs, et le vieux cabinet que sa grand-mère disait contenir des choses qui ne devaient jamais être oubliées. Sa mère, une femme aux yeux calmes, l'accueillit avec un sourire fatigué. « Clara, ça va ?» demanda-t-elle, remarquant l'agitation sur le visage de sa fille. « Je dois te parler de grand-mère », répondit Clara sans hésitation. « Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as jamais dit ?» Le sourire de sa mère s'effaça lentement, remplacé par une expression prudente. « Que veux-tu savoir ?» Clara plaça la photo qu'elle avait trouvée dans l'appartement d'Elias sur la table. L'image fanée semblait absorber toute la lumière dans la pièce. « Qui était-il » demanda-t-elle, en montrant le jeune Elias debout à côté de Myriam. Sa mère resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur la photo, comme si elle voyait un fantôme. « Je me souviens de cet homme, » dit-elle enfin. Maman parlait de lui parfois, mais jamais en détail. Seulement qu'il était important pour elle. « Important comment ?» insista Clara, son cœur battant plus vite. Sa mère détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je pense qu'ils s'aimaient, Clara. Pas de manière conventionnelle. C'était plus un lien profond. Ils ont vécu quelque chose que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. » Clara ressentit l'impact de la révélation. Le silence de Myriam n'avait pas été dû à un manque de sentiment, mais peut-être à une douleur trop profonde à expliquer. Pourquoi n'a-t-elle jamais essayé de le retrouver? La question était presque un murmure. Peut-être parce qu'elle savait qu'il portait la promesse seule. Ou peut-être... Sa mère s'arrêta, cherchant les bons mots. Parce que certains souvenirs sont trop douloureux à revisiter. Clara réalisa que, même sans réponse complète, elle avait découvert une partie de la vérité. Elias et Myriam s'étaient aimés d'une manière qui transcendait le temps et l'espace, un amour qui n'avait pas besoin de présence physique pour être réel. Le lendemain apporta à Clara une clarté douloureuse. La vérité, bien qu'incomplète, révéla plus qu'elle ne l'avait prévu. Elias et Myriam n'étaient pas seulement des survivants d'un passé dévastateur, ils étaient des âmes liées par une promesse silencieuse et un amour qui n'avaient jamais eu la chance de s'épanouir dans la vie.
Déterminée à honorer cette connexion, Clara s'immergea pleinement dans le projet d'écriture du livre. Ce n'était plus seulement une collection de souvenirs ou un acte de gentillesse, c'était un hommage à la résistance silencieuse, à l'amour interrompu et au courage de rester humain face à l'horreur. Chaque jour commençait tôt, avec Clara assise devant son ordinateur, tapant sans relâche. Les mots coulaient maintenant avec un but plus grand. Les lettres d'Elias servaient de boussole, guidant le récit, et les souvenirs de sa grand-mère, maintenant plus vifs que jamais, donnaient de la profondeur aux pages qu'elle écrivait. Elle écrivit sur les jours de faim, le froid implacable et les cicatrices invisibles qu'ils portaient tous les deux. Mais elle écrivit aussi sur les petits actes de bonté qui avaient maintenu les gens en vie au milieu de la brutalité. Un mot réconfortant, un morceau de pain partagé, un regard qui rappelait à quelqu'un que, malgré tout, l'espoir existait encore. « Je me demande de où tu regardes, murmura-t-elle. Fais-moi savoir, et pendant que tu y es, suggère quelle histoire tu aimerais voir sur la chaîne. » Le processus d'écriture était douloureux. Clara pleurait silencieusement en décrivant les pertes qu'Elias avait mentionnées dans ses lettres, et les souvenirs de sa grand-mère, maintenant plus clairs que jamais, faisaient que chaque phrase ressemblait à une réunion. Dans l'une des sections les plus difficiles à écrire, Clara raconta le moment où Elias avait failli perdre tout espoir. Cet hiver était le plus cruel. La faim avait déjà volé la lumière des yeux de beaucoup, et le froid ressemblait à une sentence. C'est Myriam qui a tenu ma main la nuit où j'ai pensé à abandonner. Elle n'a rien dit, elle est juste restée là, à mes côtés, me rappelant en silence que la vie était encore possible. Ces mots d'Elias, extraits de ses lettres, semblaient être des murmures du passé, résonnant à travers le temps pour s'assurer que leurs histoires ne seraient jamais oubliées. Une nuit, alors qu'elle relisait un chapitre, Clara reçut un email inattendu. Il provenait d'une institution de mémoire de l'Holocauste, une FON. Comme une victoire contre l'oubli, dans un moment particulièrement poignant, Adam a remis à Clara une vieille lettre conservée pendant des générations dans sa famille. L'écriture, bien que tremblante, était trop familière. « Ma chère Zofia, si cette lettre te parvient un jour, sache que je suis en vie. Myriam et moi allons bien, malgré tout. J'espère qu'un jour nous nous reverrons. D'ici là, j'ai promis de garder vivante la mémoire de notre famille. » C'était l'écriture d'Elias. Clara tenait le papier avec précaution, son cœur lourd de l'ironie cruelle du destin. Elias avait essayé à un moment donné de retrouver non seulement Myriam, mais aussi sa sœur, et maintenant, des générations plus tard, ces mots avaient enfin atteint ceux à qui ils étaient destinés. Le dernier jour de Clara à Varsovie, elle et Adam ont visité l'ancien quartier juif, où tant d'histoires comme celle d'Elias et Myriam avaient commencé et pris fin. En silence, devant un mur rempli de noms oubliés par le temps, Clara a placé une des lettres d'Elias dans une capsule de verre, la laissant là comme un message pour l'avenir. « Maintenant, il est là où il aurait toujours dû être », murmura-t-elle, tandis qu'Adam hochait la tête à ses côtés. De retour dans sa ville, Clara a senti le poids de son voyage s'alléger enfin. Retrouver Adam avait non seulement clos un chapitre personnel, mais avait aussi élargi le sens de tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent. Elias et Myriam n'étaient plus simplement des noms dans des lettres ou des visages sur de vieilles photographies. Ils étaient désormais des liens vivants, restaurés grâce à la mémoire et à la persistance de ceux qui refusent d'oublier. Dans son appartement tranquille, les souvenirs de ces mois remplissaient l'espace. Les lettres d'Elias, désormais numérisées et conservées par des institutions mémorielles à travers le monde, étaient exposées dans une vitrine à la Fondation, où chacun pouvait les lire. Leur histoire était devenue universelle, un symbole de résistance et de survie. Mais pour Clara, la véritable mission ne faisait que commencer. Avec l'aide d'Adam et le soutien de la Fondation, Clara a lancé un mouvement éducatif mondial, apportant les histoires d'Elias, Myriam et Zofia dans les écoles du monde entier. Il ne s'agissait pas seulement de partager des récits de souffrance, mais d'enseigner aux nouvelles générations l'empathie, la résilience et l'importance de la mémoire collective. Chaque conférence, chaque classe remplie de jeunes visages attentifs, ravivait la flamme de la promesse faite des décennies auparavant. La véritable victoire des survivants, disait Clara dans l'un de ses discours les plus puissants, ce n'est pas seulement d'avoir enduré l'horreur, mais de s'être assuré que nous, les générations futures, deviendrions les voix de ceux que le temps a tenté d'effacer. Les réactions du public étaient toujours les mêmes. Un silence profond, suivi de questions touchantes, et enfin un sentiment partagé de responsabilité. Un après-midi, alors qu'elle organisait une nouvelle exposition interactive sur l'histoire d'Elias, Clara a reçu un appel inattendu. « Clara, la voix à l'autre bout du fil était grave mais douce. C'est Jonathan, de la Fondation. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. » Quelques heures plus tard, elle se tenait devant lui dans une salle d'archives climatisée, entourée de boîtes de vieux documents. Jonathan tenait une enveloppe jaunie par le temps, son seau brisé depuis des décennies. C'est une lettre qu'Elias a envoyée à un ami proche.
expliqua-t-il. Elle n'a jamais atteint sa destination, mais les mots sont importants. Avec précaution, Clara a ouvert l'enveloppe. L'écriture d'Elias remplissait la page, ferme mais tremblante à cause des années passées. Mon cher Samuel, si cette lettre te parvient, j'espère qu'elle trouvera la paix dans ton cœur. La promesse que j'ai faite à Myriam me suit encore chaque jour. Chaque respiration est un acte de résistance. Si nos histoires sont oubliées, je crains qu'un jour les ombres auxquelles nous avons fait face ne reviennent. J'espère qu'au moins les générations futures n'auront jamais à savoir ce que cela signifie de tout perdre, sauf la mémoire. Clara sentit une boule se former dans sa gorge en terminant la lecture. La lettre n'était pas seulement un témoignage d'amitié, c'était un avertissement, un rappel que l'oubli était le plus grand danger qui subsistait. Cela doit être inclus dans l'exposition, déclara Clara fermement. Ces mots ont encore du pouvoir. Des mois plus tard, l'exposition a été inaugurée dans un musée international des droits de l'homme. Les lettres d'Elias, les photographies de Myriam et Zofia, et les enregistrements des conférences de Clara remplissaient l'espace, créant une expérience immersive pour les visiteurs. L'un des moments les plus émouvants de l'exposition était une salle silencieuse où les derniers mots d'Elias étaient projetés sur les murs. Tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir, nous ne serons jamais vraiment perdus. Les visiteurs partaient en silence, touchés non seulement par les récits de souffrance, mais aussi par le message de résilience et d'espoir qui résonnait dans chaque coin du musée. Clara, désormais reconnue mondialement pour son travail, ne laissait jamais la reconnaissance éclipser la responsabilité qu'elle portait. Chaque conférence, chaque livre vendu, chaque exposition ouverte servait de rappel constant de la promesse qu'elle avait faite. Dans un moment de calme, debout devant la tombe d'Elias, elle murmura « La promesse a été tenue, Elias, mais elle ne se termine jamais vraiment. Tant qu'il y aura quelqu'un prêt à se souvenir, ton histoire vivra. » L'impact de l'exposition a dépassé les attentes de Clara. Les visiteurs du monde entier étaient émus par les lettres d'Elias et les photos de Myriam et Zofia. Certains s'agenouillaient silencieusement devant les objets exposés, d'autres laissaient de petits mots à côté de la capsule de verre contenant les derniers mots d'Elias. Le musée, autrefois un lieu de souvenir, était devenu un espace de connexion vivante. Des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées trouvaient des reflets de leur propre douleur et lutte familiale dans les histoires d'Elias et Myriam. La promesse que Clara avait portée avec tant de poids était désormais répandue à travers le monde, et plus que jamais, elle était partagée par tous ceux qui franchissaient le seuil de cet espace sacré. Au milieu du succès de l'exposition, Clara a reçu une invitation inattendue. Une conférence internationale d'historiens et d'activistes dédiée à la préservation de la mémoire à l'époque moderne. L'événement réunirait des leaders des droits de l'homme, des survivants de conflits récents et des chercheurs engagés à veiller à ce que les cicatrices du passé ne soient jamais oubliées. L'invitation incluait quelque chose d'encore plus surprenant. Clara ne participerait pas seulement, elle ouvrirait l'événement en tant qu'oratrice principale. Pendant des jours, elle a lutté avec le poids de cette responsabilité. Comment pourrait-elle condenser tout ce qu'elle avait appris, ressenti et vécu en quelques mots? Comment pourrait-elle honorer la mémoire d'Elias, Myriam et Zofia devant un public si diversifié? La réponse ne vint pas dans un éclair soudain d'inspiration, mais dans un geste simple. À la veille de l'événement, Clara est retournée à l'appartement d'Elias. L'espace, qui avait été le témoin silencieux de ses dernières confessions, semblait encore porter sa présence. Elle s'est assise dans le vieux fauteuil, les lettres à la main, et a lu à haute voix, comme si elle parlait directement à Elias. Tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir, nous ne serons jamais vraiment perdus. Ce seraient les mots qui résonneraient au début de son discours. Le jour de la conférence, l'auditorium était plein. Des représentants de différents pays, des activistes et des chercheurs étaient assis en silence tandis que Clara montait sur scène, les lettres d'Elias dans une petite boîte à ses côtés. Elle a commencé « Quand j'ai rencontré Elias, c'était un homme oublié du monde, un visage invisible dans un bus bondé, quelqu'un accablé par la solitude. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que son histoire changerait ma vie, et j'espère, la vie de beaucoup d'entre vous. » Elle a fait une pause, observant l'attention indivise du public, chaque mot s'enfonçant profondément. Elias m'a appris que la véritable résistance ne consiste pas seulement à survivre à l'horreur, mais à porter les mémoires que le monde tente d'effacer. Chacun d'entre nous ici porte la responsabilité de se souvenir, non seulement pour ceux qui sont venus avant nous, mais pour ceux qui viendront après. Clara a lu un extrait d'une des dernières lettres d'Elias, et l'auditorium est resté dans un silence respectueux. Si ces mots sont un jour lus, j'espère que celui qui les trouvera comprendra que le silence n'est pas la fin. Tant que quelqu'un se souvient, la promesse de l'humanité restera vivante. Quand elle a terminé, une vague d'applaudissements a balayé la salle, non pas pour Clara, mais pour l'homme qui, dans sa solitude, avait gardé vivante la mémoire de tant d'autres.
Après le discours, Clara a été approchée par des dizaines de personnes. Certaines partageaient leurs propres histoires familiales, d'autres cherchaient des conseils sur la manière de préserver la mémoire de leurs proches. Dans chaque conversation, elle ressentait la profondeur de la mission qu'elle avait embrassée. La promesse n'était pas seulement celle d'Elias, elle appartenait à tous ceux qui refusaient d'oublier. Dans une rencontre particulièrement émouvante, un jeune activiste syrien s'est approché, tenant un petit carnet. « J'ai perdu ma famille dans un bombardement », a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. « Vos mots m'ont rappelé que même dans la souffrance, nous avons une responsabilité. J'écris chaque jour, pas seulement pour ne pas oublier, mais pour m'assurer que le monde n'oublie pas non plus. » Clara a doucement pris sa main, sentant la force silencieuse derrière chaque mot. « Ce que tu fais, c'est de la résistance, tout comme Elias l'a fait. Et crois-moi, tant que les mots continueront à être écrits, l'oubli ne gagnera jamais. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'événements, d'interviews et de réunions. Mais au fond d'elle, Clara savait qu'il restait encore quelque chose à faire. Les histoires d'Elias, Myriam et Zofia étaient en sécurité, mais des milliers d'autres voix, réduites au silence par les conflits à travers le monde, attendaient encore d'être entendues. De retour au musée, Clara a commencé à planifier un nouveau projet, Lettres du silence, une collection mondiale d'histoires de survie envoyées par des personnes ayant vécu des guerres, des génocides, des persécutions et des exils. L'idée était simple mais puissante. Chaque personne enverrait anonymement une lettre racontant son expérience. Les lettres seraient exposées, traduites et lues à haute voix par des bénévoles, donnant une voix à ceux qui seraient autrement restés invisibles. Lorsque le projet a été lancé, les réponses ont afflué du monde entier. Des enfants réfugiés, des survivants de génocides récents, des victimes de persécutions politiques. Chaque lettre était un nouveau maillon dans la chaîne de la mémoire collective. Le projet Lettres du silence a rapidement pris une envergure mondiale. En quelques mois, les boîtes aux lettres physiques et virtuelles étaient inondées de récits venant de tous les continents. Chaque lettre était un fragment de douleur, de résilience et surtout de survie. Il y avait des histoires d'enfants fuyant la guerre, de femmes résistant à des régimes oppressifs, et d'hommes ayant perdu leur famille mais continuant à se battre pour garder vivante la mémoire de leurs proches. Ces voix, autrefois étouffées par le temps et la distance, avaient désormais un espace où elles pouvaient être entendues et respectées. Clara lisait personnellement chaque lettre avant de l'envoyer pour traduction et archivage. Avec chaque récit, elle ressentait une connexion encore plus profonde avec l'héritage laissé par Elias et Myriam. Ce n'étaient pas seulement des survivants qui écrivaient, c'étaient des témoins vivants de l'histoire humaine, souvent ignorés par les récits officiels. Une nuit, alors qu'elle examinait un lot de lettres nouvellement arrivées, Clara a trouvé une enveloppe d'un expéditeur inconnu. Le papier était vieilli, et l'écriture lui semblait familière d'une manière qui faisait battre son cœur plus vite. Avec des mains tremblantes, elle a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. « Clara, je ne sais pas si ces mots te parviendront un jour, mais si c'est le cas, sache qu'Elias était bien plus qu'un survivant pour notre famille. Je suis le petit-fils de Samuel, l'ami à qui Elias a écrit ces dernières lettres que vous avez trouvées. Mon grand-père parlait de lui avec révérence, croyant toujours qu'un jour l'histoire d'Elias serait racontée. Et maintenant, grâce à vous, cette promesse a été tenue. J'aimerais vous rencontrer, si possible. Il y a plus dans l'histoire d'Elias que même lui ne savait peut-être pas. » Signé, David Abramovich. Clara est restée immobile un moment, le poids de la révélation s'installant sur elle. Si la famille d'Elias existait encore, et par un étrange coup du sort, elle avait enfin trouvé le dernier maillon de cette promesse inachevée. 2 semaines plus tard, dans un café tranquille au cœur de Berlin, Clara a finalement rencontré David. C'était un homme d'âge moyen, avec des traits qui ressemblaient subtilement au jeune Elias des vieilles photographies. La rencontre a commencé par un silence respectueux, comme si tous deux avaient besoin de temps pour absorber la gravité du moment. « Mon grand-père a toujours cru qu'Elias avait survécu », a finalement dit David. Il l'a cherché pendant des années, mais n'a jamais réussi à le retrouver. Clara a hoché la tête, sentant la boule dans sa gorge revenir. « Elias a aussi essayé de retrouver ton grand-père », a-t-elle répondu doucement. « Les lettres qu'il a écrites à Samuel. Il n'a jamais su qu'elles étaient perdues dans le temps. » David a pris une profonde inspiration, ses yeux brillants d'émotion. Mon grand-père a gardé les quelques lettres qu'il a réussi à envoyer, espérant qu'un jour les réponses viendraient. Il est mort sans jamais savoir si Elias avait survécu. Le silence entre eux était lourd, mais rempli d'une compréhension mutuelle, comme si à ce moment, des décennies de séparation étaient enfin des faits. « Il y a autre chose », a poursuivi David, en sortant une petite boîte en bois. « Avant de mourir, mon grand-père m'a demandé de te remettre ceci si nous retrouvions un jour Elias, ou quelqu'un qui avait gardé son histoire vivante. »
Clara a pris la boîte avec précaution et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une chaîne en argent avec un petit médaillon, ainsi qu'une vieille photographie. Elias et Samuel, jeunes et souriants, debout ensemble dans ce qui semblait être un camp de réfugiés. Au dos de la photo, une simple inscription disait « Afin que nous n'oublions jamais pour qui nous vivons ». Des larmes ont silencieusement coulé sur le visage de Clara. « Je m'assurerai que cela soit préservé », a-t-elle promis, la voix épaisse d'émotion. Leur histoire ne pourra plus jamais être oubliée. David a hoché la tête, posant doucement sa main sur la sienne.